Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs du secteur du bâtiment, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute spéciale et particulière, car nous allons tenter une explication de Quadropolis, un jeu où l'on va construire des tonnes de choses magnifiques dans une belle cité que l'on admire, si j'ai bien compris, à travers les baies vitrées de votre bureau. Et tout ça grâce à monsieur François Gondon, G-A-N-D-O-N, qui est ici présent, qui est l'auteur de ce Quadropolis et qu'on est heureux de recevoir pour la première fois chez Trick Track. Comment vas-tu bien, François? Ça va très bien, je te remercie. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec l'un des représentants de la maison d'édition qui édite ce jeu, c'est monsieur Adrien de Days of Wonder. Comment ça va, Adrien? Ça va super, impeccable. Alors, j'ai dans les mains une boîte qui n'est pas décellophanée, on peut dire. Non, c'est en plus des tirages de tête, ça. C'est des pré-prod, il y a eu 20 exemplaires. 20 exemplaires, là j'ai un des 20 exemplaires voilà. pré-prod. Maintenant, le reste est fabriqué, c'est en train de transiter, mais c'était vraiment les tout premiers tirages du jeu. Ouais. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, parce que bon, il y a du matériel qui a été mis au milieu de la table, mais cette boîte, alors on a regardé le cello parce que ici il y a un petit logo dessus, là, si je le bouge. Alors je vais me mettre sur la déportée, notre regarde ici. Voilà, là si je bouge, c'est sur le cello, et c'est quoi? C'est un petit sticker qui dit que c'est un jeu qui a été primé à Boulogne, au CNJ, c'est-à-dire il y a un concours de Boulogne, j'ai fait partie du jury 3 années d'affilée, monsieur, 3 années. Et donc tu as présenté ça en prototype à Boulogne? Oui, en 2013. En 2013, Enfin, en 2014, pardon, c'était le concours 2014. Ah, donc c'est très récent. C'est assez récent. Et ça a été l'un des primés? Oui, exactement. Et du coup, les éditeurs, parce qu'une fois que le concours est fait, il y a un dimanche en général, ça se passe ou un samedi? C'est ça, c'est le week-end. Le week-end, ouais. Les primés sont sur des tables et les éditeurs passent les uns après les autres et font leur petit marché. Et là, l'œil aiguisé des amis de Days of Wonder est tombé là-dessus, c'est ça? Oui, j'avais fait une partie avec, à 2 joueurs avec Erwan du CNJ que j'ai trouvé très chouette. Et effectivement, après, on a fait des parties avec François et puis on était plusieurs autour de la table. Et au bout de 3 parties, nous, on s'est dit c'est vraiment super. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Quoi. Donc, voilà. vraiment, et donc là, je vais l'ouvrir parce que tu as ramené une de ces premières boîtes pour qu'on voit comment c'est dedans. Et je peux vous dire que ça pèse quasiment un âne mort. Mais ça, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a aussi une extension qui s'appelle les Squares. Les squares. C'est surtout parce qu'en fait, on a utilisé pour la production en fait, des punchs qui sont 3 mm d'épaisseur en fait. Donc on est un carton qui est très épais parce qu'on voit que ça aide vachement à la manipulation du jeu et c'est vraiment agréable. Hein. Donc effectivement, les boîtes sont lourdes. Hein. Ah bien sûr, comme d'habitude chez Days of Wonder, il y a des codes pour jouer en ligne, tout ça. Non, ça c'est la mini-extension ça. Ah c'est la mini-extension ça? C'est la mini-extension. D'accord. Il n'y a plus vos histoires de codes pour jouer en ligne ici? Si, il y a. Là, tu as un petit attention qui dit attention, gardez les frames des punchs, comme ça, nous les mettons en dessous. Les mettez en dessous du thermo, ce qui relève le thermo et permet que le jeu se mélange. Donc tout ça, tu l'as sorti. Là. Ah, la règle, c'est le truc important. Donc voilà, on ne va pas en avoir besoin parce que tu es là. Mais il me semble important de montrer, mise en place, que l'on peut estimer devoir à Days of Wonder. Ça a été les premiers à mettre cette mise en place, qui est extrêmement importante puisqu'elle permet d'assimiler chaque élément. Ouais, en un coup d'œil. En un coup d'œil, parce que souvent on avait des règles. Ah, il y a une règle expert en plus pour les gens très intelligents. Oui, c'est ça. C'est ça. On va on a fixé avec Adrien une espèce de cap mythique qu'on fixe, un certain score à atteindre en mode classique. Et après, si tu atteins ce score, on t'autorise à attaquer le mode expert. Okay. Et là, on va commencer donc en mode enfant. Moi, je veux bien. Kids. Voilà. Et puis après, bon, ça dégueule de matériel. Hein. Il y en a en veux-tu, voilà, des petites tuiles. Voilà. Et puis, de quoi ranger. Hein, des pions, des jetons. Tu veux que je le mette là, note, pour que tu l'aies mieux? Regarde, je viens là. Tu vois, on parle avec la régie, il y a un carnet de score, des jetons de toutes les couleurs, et après on peut tout ranger dedans, c'est ça? Tout ranger dedans, ouais. Nickel. Ça va coûter combien ça? 45 €. Ça va, c'est le standard? C'est le standard, sorti fin février, au moment de Cannes, 26 2016. février, 26 en boutique, je crois, vendredi 26. D'accord. C'est le jeu gros classique de l'année de chez Days of Wonder? C'est ça, c'est notre jeu de l'année. C'est votre nouveau produit. produit. Qui aurait quasiment pu sortir l'an dernier en fait, et puis bon, le temps de tout finir de régler, de tout illustrer, de tout travailler, ça sort début 2016. Et à propos d'illustration, c'est, comment tu dis? Sabrina Miramont, que vous connaissez des bâtisseurs. Eh bien oui, voilà. Qui nous avait croqué. Et voilà. Je crois qu'il y a dans les goodies, elle nous a croqué le physique. Double croque. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi. Et puis, tiens, j'ai fait tomber un truc qui est là, ça doit être ma petite fiche d'aide, c'est ça, hein, oui. Chacune. Et j'ai envie de dire, François. J'ai envie de dire, on va expliquer donc le fonctionnement du jeu. Toi, tu as déjà vu les Trick Track TV. Voilà. Allez, c'est parti, on t'écoute. Alors, on a chacun devant nous le plan vierge de notre ville. Donc, ce plan, il est composé ici de 16 cases. Et en fait, le but du jeu va être de remplir progressivement ce plan pour fabriquer la ville. Alors, on dit la ville de nos rêves. En tout cas, on va être très concret. Il faut faire la ville qui rapporte le plus de points possible. Mais parce que la ville de mes rêves, moi, il n'y aurait pas beaucoup de bâtiments. Hein. Alors, peut-être. Et c'est pour ça qu'en revanche, on va pouvoir faire beaucoup de compositions différentes. Et en fait, la mécanique du jeu. Donc, le jeu va durer, dans ce mode qui est le mode classique, elle va durer 4 manches.
Et à chacune des manches, on va avoir la possibilité de jouer ces 4 architectes. Donc chacun a 4 architectes de sa couleur qui sont numérotés 1, 2, 3 et 4. Et en fait, à chaque manche, on va jouer ces 4 architectes. On va jouer 4 manches, donc potentiellement, on va remplir les 16 cases de son plateau. On va voir que c'est un peu plus subtil que ça. En tout cas, on va jouer 16 coups dans le mode classique. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? À son tour, chaque joueur va venir choisir le bâtiment qui lui convient et qui convient à sa stratégie sur le chantier central qui est disposé ici. Et la mécanique fonctionne de la manière suivante. Le numéro de l'architecte que je prends va indiquer le bâtiment que je vais choisir. Et je vais tout simplement compter. J'ai un 1 ici, je vais prendre le premier bâtiment qui est devant moi. Si j'avais placé un 3, j'aurais pris ce bâtiment. Et la subtilité de la mécanique repose dans le fait que ce numéro 3 en l'occurrence, m'indique aussi où je vais pouvoir la placer dans ma ville. En fait, je vais placer ce bâtiment… Montre ici, parce qu'il a fait un gros plan sur mon truc. Alors, on va montrer ici. Colonne 3, puisque j'ai utilisé mon 3, ou ligne 3. Par exemple, ici. Donc, le numéro ici m'indique laquelle je prends et m'indique dans quelle ligne ou dans quelle colonne de ma ville je peux placer le bâtiment. Ce 3 indique ça, qui lui-même m'indique ça. Ouais. Et donc, tout le jeu va reposer sur la manière dont j'utilise mes numéros d'architecte habilement pour aller chercher la tuile dont j'ai besoin et la placer surtout où je veux. Jusque-là, c'est très facile. Jusque-là, c'est très facile. On voit par exemple, juste petit exemple, que j'aurais pu aller chercher ce même bâtiment ici avec un 4. C'était une autre façon de… J'ai un petit peu, parce que je ne sais pas si on le voit, mais c'est juste au-dessus. Voilà. Donc en fait, tout va reposer sur ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir une fois qu'on sait ça? Il faut savoir comment on score. Ah oui, c'est pas mal, parce qu'il va y avoir un gagnant, et un seul. Voilà. C'est absolument pas un jeu coopératif. Ville de rêve, effectivement, mais ville efficace, puisqu'on va marquer des points. Et en fait, on a 6 types de bâtiments dans le mode classique, qu'on peut présenter peut-être séparément. Allons-y. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça, et puis je vais zoomer pour que tu nous montres. Très bien. Parce que techniquement, on est super au top, regarde. Paf. Alors, on va garder celui que tu as devant toi, puisque c'est le premier type de bâtiment. On va le remettre ici. On a des habitations. Donc, les immeubles d'habitation qu'on retrouve ici, donc un petit fond jaune, un petit symbole habitation. En fait, sur chaque tuile, on va retrouver potentiellement quelque chose qui est inscrit en haut à gauche et un petit symbole en bas à droite. Le symbole en haut à gauche, il m'indique déjà avec quoi vient la tuile lorsque je la pose dans ma ville. Concrètement, ici, les habitations, elles vont te nourrir en habitants. Alors, c'est-à-dire ça, là, il y a on va aller chercher 3 petits meeples. Il y a marqué 3 petits meeples bleus. Je vais aller les chercher et je les prendrai, je les mettrai par devers moi devant ma ville. Ils vont me permettre d'activer mes bâtiments. Donc je ne les mets pas sur la tuile. Non, mais c'est pour montrer. C'est pour montrer. Là, c'était foncé sur foncé. Voilà. Là, on les voit bien. Il y a les 3. Ils sont là avec, en fait. Donc, exactement. Donc, ce qui est en haut à gauche, en fait, je le récupère de la réserve commune. Il y a 2 ressources, donc c'est pas compliqué. Soit des habitants, soit de l'énergie. Je vais les montrer ici. Ça, c'est l'énergie. On les voit mieux parce que c'est rouge. Et ces ressources, elles vont me servir à activer mes bâtiments et à marquer des points en fin de partie. Donc, les habitations que l'on a ici en jaune, ce sont les seules tuiles du jeu qui peuvent s'empiler. Et donc, en fait, je peux construire des immeubles jusqu'à 4 étages. Plus c'est haut, plus il y a de points. Donc, on va retrouver le score détaillé ici, de 1 jusqu'à 10 points en fonction du nombre d'étages que tu as sur ton helper. Ça, c'est pour les immeubles d'habitation. On a un deuxième type de bâtiment, on va les suivre par rapport au helper. On a les parcs. Les parcs sont donc ces petites tuiles vertes. Et en fait, comme on le voit ici, eux ne viennent avec rien, ne requièrent rien. Les parcs, ils vont valoriser ou ils vont marquer des points en fonction du nombre d'habitations qu'il y a autour d'eux. Donc le principe, on peut reprendre peut-être ta grille de ville. Exactement. Ça, c'est ma ville. Par exemple, ça demande des manipulations. Ça, c'est ma ville. Plaçons par exemple ton parc ici. Eh bien, on va prendre un exemple. Si à la fin de la partie, ton parc n'est adjacent, donc on est toujours adjacent par les côtés dans le jeu, on ne se prend pas des questions diagonales. Ici, si je n'ai qu'une seule habitation adjacente à mon parc, eh bien mon parc va me rapporter tout simplement 2 points. Donc, tu le retrouves ici sur le helper. Si j'ai placé une seconde habitation à côté de mon parc, j'aurai 4 points. Si j'en ai placé une troisième, j'aurai 7 points. Et si je réalise cet encadrement parfait, j'ai 11 points. En fait, mon parc donne du bonheur à tous mes habitants autour. Et donc, ça déborde de bonheur. Ils vont au parc, ils sont contents. Et ce, quelle que soit la hauteur de mon immeuble. Donc, on compte simplement le nombre de bâtiments d'habitation. Donc, ça, c'est pour les parcs. On a un troisième type de bâtiment qu'on va apporter ici sur ton plateau. On va les garder finalement. Ce sont les commerces. Les commerces, donc les bâtiments qui ont un fond violet, qui ont un petit chariot pour rappeler que ce sont des commerces, il y a toujours un petit symbole qui permet de les repérer indépendamment de la couleur. Les commerces, en fait, il y a quelque chose de très logique. Ils vont scorer des points en fin de partie en fonction du nombre de clients qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est le helper. J'adore faire c'est ça là. C'est ça. Et donc, en fait, les petits habitants qu'on a vus tout à l'heure qui arrivent avec les habitations, ils vont pouvoir te servir, ils vont aller éventuellement activer des bâtiments ou bien ils peuvent devenir des clients de ton commerce. Et en fin de partie,
plus ton commerce a de clients, jusqu'à 4 clients, plus tu as de points. Si tu as qu'un seul client, 1 point. Si tu as 2 clients, 2 points. 3 clients, 4 points. Et si tu arrives à avoir 4 clients dans un commerce, 7 points. Parce que là aussi, on n'est pas loin du bonheur. Voilà. Donc, assez logique, les commerces, ils scorent, plus ils ont de clients. D'accord. Ça, c'est pour les commerces. On a un quatrième type de bâtiment, on va les prendre dans l'ordre ici, du coup, du helper toujours. Ce sont les bâtiments rouges, ce sont les industries. Les industries, qu'on va pouvoir placer ici ensuite sur ton plateau. Les industries ont la vertu d'apporter une ressource essentielle à la ville, c'est l'énergie. On va expliquer juste après que chaque bâtiment, avant d'être scoré, devra être activé. C'est la petite icône qui est en bas, effectivement, ici Il à faudra droite. être comme ça, en fait. Exactement. Et Là- donc, il me là, faudra je- assez d'énergie. Là, je ne score pas. Là, je vais scorer. Exactement. Tout bâtiment en fin de partie qui n'est pas activé et qui requiert une activation, les habitations et les commerces demandent de l'énergie. Les autres bâtiments, les ports, les industries et les services publics qu'on va voir après requièrent des habitants, qui sont en fait la main-d'œuvre, des gens qui vont travailler dans les bâtiments. Mais s'ils ne sont pas activés, c'est comme si on ne les avait pas posés. Ils ne scoreront pas. Ok. Donc les industries amènent l'énergie et elles, donc elles vont requérir elles une main-d'œuvre, un ouvrier qui va D'accord, venir pareil. travailler. Mais elles scoreront elles d'une manière particulière. Elles vont scorer en fait des points en fonction des commerces et des ports qui y sont adjacents. Thématiquement, c'est assez simple. Les commerces, c'est la demande intérieure de la ville. Les ports, c'est l'export. Et donc, en fait, tout port qui est adjacent, toujours pareil, par les côtés uniquement, à mon industrie lui rapporte 3 points. Tout commerce qui est adjacent à mon industrie lui rapporte 2 points. Sur l'exemple qu'on voit ici, elle te rapporte 5 points. D'accord. Sous réserve qu'évidemment tout ça, ça soit Bah activé. oui, c'est ça le truc. Voilà. Et Donc qu'on ait pu les récupérer parce qu'il y en a- Voilà, il y en a- exactement. Il y en a d'autres qui vont les vouloir. Voilà, exactement. Donc, on va avoir cette logique de score pour les industries. On continue avec, du coup, les services publics, si je descends toujours le helper. C'est les verts, là. Les services publics, là aussi, on va avoir une logique thématique qui fait sens. C'est que, en fait, ils vont scorer d'autant plus de points qu'ils seront bien répartis dans la ville. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit sur le plateau individuel qu'il y a des fonds de couleurs qui représentent des quartiers. Il y a 4 zones, ouais. Il y a 4 zones. Et en fait, tout simplement, si j'arrive à avoir, plus j'aurai de services publics bien répartis dans ma ville, alors on se fiche de savoir exactement où ils se trouvent les uns par rapport aux autres, mais il en faut dans Il les y en a un par différents quartiers. Si j'arrive à en avoir un dans chaque quartier différent, j'aurai le maximum de points. Donc tu peux retrouver ici sur le helper, 2 points si j'en ai un tout seul. Si j'en ai un second dans un autre quartier, 5 points. C'est pas mal, ça. Si j'en ai un troisième, 9 points. Et si j'arrive à en avoir un quatrième, 14. j'aurai 14 points. Une petite particularité, donc ces services publics requièrent effectivement du personnel, il faut du personnel administratif, donc on va activer avec des petits habitants. Et on repérera que sur ces services publics, il y en a certains qui viennent avec des points. Donc les points qui sont indiqués en haut à gauche, en fait, ils ne viennent pas avec des ressources, mais ils ajoutent des points en fin de partie. En fin de partie, tu auras là, tu as 3 points. Donc tu en as à 2 points, tu en as à 1 point, tu en as à 0 points. Donc évidemment, il vaut mieux essayer d'aller chercher ceux qui ont le plus de points. Donc là, la logique aussi, plus il y en a dans la ville, mieux réparti, plus il y a de points. Et enfin, on va terminer avec les ports, qui sont des grandes fiertés du jeu, n'est-ce pas? Le port, donc c'est les tuiles à fond bleu avec des docks qui sont dessinés et une petite encre pour rappeler le symbole. Mais en fait, les ports, ils vont représenter des fronts de mer ou des fleuves dans ta ville. Et donc la traduction en termes de mécanique, c'est on fait des lignes ou des colonnes. Et donc en fin de partie, on scorera sa plus longue ligne et sa plus longue colonne. Ce qui veut dire par exemple que si tu as fait ça, en fait, tu auras une colonne de 2 et une ligne de 2. Si tu fais 2 lignes, en fait, ça ne sert pas à grand-chose en termes de score. En tout cas, spécifiquement au port, évidemment, ça peut servir pour scorer avec les industries. Et donc, en fait, là, c'est pareil, tu as un petit rappel. Donc, un port tout seul, ça n'est pas une ligne ni une colonne, donc c'est 0. D'accord. Et ensuite, si tu en rajoutes, c'est 3. Si tu en rajoutes un troisième, c'est 7 points. Et si tu arrives à faire une ligne ou une colonne complète, c'est 12. C'est 12. Il va falloir faire des choix là, parce que tu ne peux pas avoir des colonnes, des lignes, des parcs, des machins. Et tout ce qui est intéressant dans le jeu, ça va être effectivement comment j'organise l'ergonomie de ma ville, qu'est-ce que je mets à côté de quoi et comment je fais. Et les ports, on le voit, ils ont un intérêt particulier. Donc pareil, activation, il faut un petit docker pour les faire fonctionner et scorer. Et eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils amènent des ressources ou des choses de manière très différente. Donc on a des combos. Un certain port donne de l'énergie et des habitants, certains apportent que de l'énergie, certains apportent que des habitants. Et on va voir qu'au fur et à mesure des manches, il y a même des ports qui viennent avec des points de victoire. Donc si je commence à être bien équipé en ressources, je peux commencer à aller chercher des ports qui me donnent des points de victoire. Et donc en fin de partie, quand on aura joué nos 4 manches et que tout le monde aura pu remplir sa ville, on va faire le décompte. On va compter les scores propres de chaque bâtiment, mais aussi la manière dont ils scorent en manière d'adjacence avec les autres. Et celui qui aura le plus de points aura gagné. Alors concrètement, à son tour, on fait juste que poser un truc, on prend son machin et on le pose. On le pose et on prend les ressources qui vont devant soi, qu'on met devant soi et qu'elles on peut alors à tout moment
Les mettre, les affecter, enlever. déplacer. Il n'y a aucune contrainte, c'est juste à la fin de partie avant de scorer, on va dire ok, voilà comment j'alloue mes ressources. Ok, donc tu peux très bien les avoir que de côté et à la fin de la partie tu les places. Tout à fait. Ouais. Nous, ce qu'on fait par règle de table, en fait, on les place un peu à la volée, ce qui permet toi de savoir où t'en t'en es es, dans ta oui, voilà, partie, c'est pratique, il manque de l'énergie ou pas, et pour tes adversaires aussi. Bah, après, ça te permet quand même, mine de rien, de redéplacer, de Ok. réaffecter si tu veux. Donc, après, c'est assez Le gant de toilette, il sert à quoi? À Il sert à ranger. placer, Il il sert sert à à- placer aléatoirement les tuiles. Voilà, On si s'est tu dit es que c'était totalement bien. aléatoire. Tu les mets dedans et puis tu les places sans Chaque manche, regarder. exactement. Ok. Et T'as pas ces parlé deux de petites petits, choses. Alors, j'ai pas parlé, il y a deux petites choses que j'ai pas dites encore. On va finir sur la logique de score. D'accord. En fin de partie, il faut bien gérer sa ville. Donc en fin de partie, tout habitant qui n'est pas affecté à un emploi dans un bâtiment ou qui n'est pas le client d'un commerce, tout habitant en surplus, rapportera un point de malus. Ah oui, Donc d'accord. il faut bien Ah oui, gérer ses ah oui. ressources. C'est assez important de le dire. De la même manière, si je ne suis pas économe en énergie, que j'ai des industries qui polluent énormément, mais que je n'utilise pas mon énergie pour activer mes bâtiments, eh bien tout cylindre d'énergie en surplus que j'aurai à la fin devant moi et que je n'aurai pas affecté à un bâtiment, un point de malus. Ça a rien à voir. C'est absolument pas réaliste comme jeu. Parce que dans la vraie vie, ils s'en foutent de polluer, ils n'ont pas de mais malus. non. Au Alors, contraire. tu verras qu'il y a un petit point qui va donner une petite touche de réalisme et qui est intéressant aussi tactiquement dans le jeu, c'est que, en revanche, il y a une prime à ceux qui ont construit des espaces verts. Donc en Ah. fait, plus tu construis d'espaces verts, tu peux annuler en gros l'effet négatif d'une énergie en surplus pour chaque parc que tu possèdes. Donc c'est rappelé sur les parcs, il y a une D'accord, petite ok. icône. Et donc en fait, on le place ici. Alors je précise, hein, c'est pas de l'enfouissement de déchets, parce que D'accord, parfois ouais. les gens disent ça. C'est simplement que tu as mis de la verdure, donc ça compense un peu les effets de D'accord. la Tu, pollution. tu es un vrai écologiste. Voilà. Ok. Il faut Après, avoir tu peux très bien gagner une partie en polluant à fond. Tout à fait. Tu as des points de malus, mais peut-être que ton score ailleurs compense tes points Voilà. de malus sur l'énergie. Hein, C'est ça. ça fonctionnera pas. C'est très réaliste, en fait. C'est plus dur. Ouais. Donc ça c'est le point important Ok. de rappel des scores. Alors effectivement, Adrien a raison évidemment de montrer ces deux pions qui sont importants. En fait, on a le maire de la ville et on a l'urbaniste. Alors ça c'est le maire et ça c'est l'urbaniste. Donc le maire est vert ici. Le maire c'est le pion qui va désigner le premier joueur. En début de partie, on va l'attribuer aléatoirement à l'un de nous trois. En cours de partie, si l'un d'entre nous trouve que c'est pénible de ne pas être premier, on peut aller chercher La tuile le pion premier joueur. Non. En fait non. En fait c'est une des habitations du jeu. Ah oui, elle est là. On a une Je vais la tuile montrer. ici que tu peux montrer et qui porte comme symbole en bas, alors pour le coup c'est en bas à gauche, elle a le symbole du maire. Et donc quand je prends cette tuile, Tu deviens elle maire. vient avec un meeple, elle vient avec un habitant, mais je prends aussi le premier joueur à celui qui le possédait. Si c'est moi, je le garde. Et ça permet évidemment de ne pas se retrouver dernier dans la manche. D'accord. Donc c'est particulièrement intéressant à 3 joueurs, à 4 joueurs, ça permet d'avoir son destin en main, on choisit. Ça c'est important. Deuxième chose qui est effectivement très importante dans le jeu, qu'on n'a pas mentionné pour l'instant, c'est qu'on a l'urbaniste, ce personnage ici. Quand je prends ma tuile, ici donc par exemple avec mon 3, je vais prendre ce bâtiment. Aussitôt, je vais placer sur le chantier central l'urbaniste. Et l'urbaniste, il va créer une petite contrainte pour le joueur qui joue après moi, parce qu'en fait, une fois qu'il est placé, le joueur qui vient après ne peut plus se placer en vis-à-vis, c'est-à-dire viser l'urbaniste. Par exemple, Adrien, il ne peut pas se mettre là. Il voudrait aller chercher cette tuile avec son 4, mais il ne peut pas parce qu'en fait, il est barré par Barré par lui, l'urbaniste. d'accord. En revanche, cette tuile l'intéresse, mais il peut très bien contourner l'urbaniste, aller la D'accord. chercher avec son 4 ici, ça marche. Mais on n'a pas le droit de viser l'urbaniste. D'accord. Et admettons qu'il fasse ça, ben, il va prendre ça avec son 4 et il va déplacer l'urbaniste. Donc l'urbaniste, c'est une contrainte mouvante. D'accord, oui, c'est qui va super créer- important tactiquement. C'est très important tactiquement. On peut s'en servir quand on maîtrise un peu le jeu, aussi pour, de la manière dont je vais chercher ma tuile, embêter un peu mon voisin, si c'est un peu ce que mon voisin veut faire. On peut quand même se mettre Non, là non. où Alors, en fait, et tu vas voir que évidemment, au fur et à mesure que la C'est manche une avance, place. on se remplit. On ne peut pas se mettre à la place d'un autre architecte, ni à soi, ni à quelqu'un d'autre. Hein. D'accord. Et on ne peut donc pas viser l'urbaniste. Et donc, évidemment, au fur et à mesure que la manche avance, il y a de moins de place. il Les faut coups sont réfléchir. plus ou moins obligatoires finalement quand on arrive vers la fin. Alors, ils ne sont jamais obligatoires. On va voir qu'ils ne sont pas Enfin, il y a- obligatoires, mais en tout cas, il ça faut- se restreint les choix, Ah ça oui, restreint. ça- ça, ouais, ça c'est oblige à très bien penser quel numéro de la même manière, j'utilise plus, pour plus faire ta quoi. ville se remplit, moins Et tu plus as ça d'espace pour devient- jouer. D'accord. Voilà, donc, Je vais ajouter une dernière chose qui est logique, mais que j'ajoute toujours en dernière partie. Puisque les immeubles d'habitation qu'on a vus tout à l'heure sont les seuls à pouvoir s'empiler, je peux aussi utiliser le numéro de mon architecte pour correspondre au numéro de l'étage. On a dit tout à l'heure qu'on le mettait dans la ligne ou la colonne correspondante. Ouais. Ce que ça veut dire ici, c'est que par exemple, pour construire, alors on peut peut-être se remettre sur Oui, mon plateau, ouais. on le voit, non, Oui, mais c'est ouais, bien. oui, oui, Ici, j'ai construit tout à l'heure avec un 4 ou un 1, mon premier étage d'immeuble. Eh bien, avec mon 2, je peux très bien avec un 2, ici par exemple, pardon, je peux avec mon 2 prendre prendre ça cette tuile, et et considérer. c'est la seule exception en fait à la règle de la ligne de la D'accord. colonne, puisque c'est le deuxième étage, je peux me servir, en fait on joue les coordonnées spatiales. D'accord, ok. Et donc c'est intéressant parce que c'est évidemment tactiquement très utile de pouvoir aussi avoir la liberté Bah oui, de ça construire. permet de faire ça. Ok. Voilà.
Et je crois qu'on sait. On a tout dit? Je crois que tu as fait le tour sur la règle. On peut préciser pourquoi il y a des tuiles qui sont retournées ici. Ah oui. Oui, ah oui. Alors en fait, on a adapté le jeu pour qu'il qu'il ait un peu les mêmes contraintes, que ce soit 2, 3 ou 4 joueurs. Et oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des tuiles marquées 3, 4. Voilà, 4. donc là, c'est une situation à 3 joueurs. Donc il y a certaines tuiles qui sont retournées sur leur dos et donc qui sont toujours sur le plateau mais qui sont imprenables. C'est comme si c'était un espace blanc en fait. D'accord, Voilà, ok. donc il y a moins de choix que sur un joueur avec 4 D'accord, joueurs. c'est pour Et que il y a ce aussi soit des toujours tuiles. aussi efficace. On serait à 2 joueurs par exemple, on retournerait aussi celle-là par exemple. Et ça rend le D'accord. setup hyper facile, puisqu'en fait, on les Oui. met toujours toutes et on Et après, on retourne que celle où il y a celles des qui sont chiffres. Exactement. Écoute, vu comme ça a l'air, extrêmement simple, mais terriblement retors. Donc je pense qu'on peut le jouer comme ça à l'emporte-pièce, tu vois, comme un petit loto gentil. Tu vois, genre, oh, je reconstruis ma maison, elle est jolie. Mais on peut jouer aussi à la mode fourbasse, parce que j'ai vu dans ton regard, quand tu expliquais certains petits points de règle qui avaient l'air de micro-détails, une espèce de relevé du coin droit de ta bouche qui laissait supposer que là, il y avait un coup ou deux de fumier à faire. C'est Tu pas confirmes? forcément Je fourbasse, confirme. mais Ah, on peut jouer sérieusement. Voilà. Ok. Et puis après, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça, il y a beaucoup de manières de construire une ville en fait. Donc tu peux le jouer très légèrement et puis tu peux dire j'ai un plan, Et je m'y colle et je l'optimise. Quoi. Ok, et le mode expert, c'est la même chose avec des trucs en plus? On peut dire un mot du mode expert. Ouais. En fait, pour le mode expert, déjà, on va retourner son plateau individuel. Sa ville est désormais composée de 5 quartiers et Ah de oui. 20 cases. D'accord. La mécanique est la même, sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus de lignes ou de colonnes. Donc, en fait, le numéro de mon architecte, il doit correspondre soit au numéro du quartier dans lequel je veux poser ma tuile, soit au numéro de l'endroit précis. D'accord. Et donc, en fait, ça va m'offrir une manière de penser la géographie de ma ville un peu différente. On va avoir une manche supplémentaire, donc on va jouer 5 manches. Ok. Et aussi et surtout, on va avoir l'introduction de 2 nouveaux types de bâtiments. Donc, on va se retrouver avec 8 types de bâtiments différents. On a des monuments et on a des immeubles de bureaux qui vont entrer en jeu. Effectivement, derrière le helper, on les retrouve. Et du coup, on va avoir effectivement plus de choix, plus de combinaisons, Et plus de choses à faire, stratégie. plus de tactiques. Et il y a une chose qui est amusante aussi, c'est que dans ce mode expert, on n'aura plus ces architectes à soi. Ici, on a tous nos petits architectes de notre couleur, bien gentils, 1, 2, 3, 4. Ici, en fait, on va faire en mode expert un pool commun avec autant d'architectes de chaque valeur qu'il y a de joueurs. Et du coup, on va les piocher dedans. Par exemple, j'avais envie d'un 1, mais tout le monde les a piqués, j'en ai plus. Donc, on va aussi avoir une espèce de compétition sur le pool d'architectes qui crée une petite tension supplémentaire. Donc, des nouveaux bâtiments, un jeu un peu plus long, plus de combinatoires, et puis l'idée d'avoir effectivement ce pool d'architectes commun. Parfait. 2 mots sur les goodies ou bien? Ouais. Parce qu'on a vu passer sur certains goodies. sites bien informés des tonnes de petits goodies, En fait, des boutiques et même l'officine Trick Track. Ouais, en fait, c'est un jeu. Ce qui est assez intéressant, je trouve, dans le développement qu'on a fait autour du jeu, c'est que c'est très simple. Enfin, on peut imaginer tous les goodies qu'on veut. C'est une ville. Quel bâtiment on pourrait mettre dans une ville et qui aura un effet particulier ou n'importe quoi. Donc, on peut faire plein de choses. Donc, il y a plusieurs choses en place. Donc, effectivement, il y a un goodies Trick Track qui sera disponible directement à Cannes, qui est un service public. Donc, c'est qui est marrant de dire que Trick Track est un service public. Enfin, Voilà, nous sommes reconnus. reconnus. Merci François. Non, mais c'était important, je pense Merci. que c'était important. Il y a plusieurs boutiques, il y a 23 boutiques en France qui ont participé à une petite opération qui est la boutique de jeu. Donc elles ont une petite tuile avec leur propre enseigne dessus. Ni Trick Track ni la boutique de jeu a un effet d'enjeu, c'est juste un changement d'art. Par contre, si tu as Trick Track et la boutique de jeu dans ta ville, là c'est un petit effet combiné. Trick Track te donne des points pour le nombre de boutiques différentes qu'il y a dans ta ville. Quoi. Donc, très bien, très bien. C'est une petite idée rigolote. Il y a des petits goodies qui sont disponibles. Ça, c'est les monuments. C'est-à-dire que dans le mode expert, il y a des monuments. Et dans le mode expert, les monuments sont des monuments un peu classiques d'une fontaine, un arc de triomphe. Et là, c'est 4 petits monuments qui représentent un peu 4 continents. La Tour Eiffel, Statue de Liberté, Taj Mahal et l'Opéra de Sydney, qui seront disponibles à la sortie du jeu. Et les Français ont de la chance parce que suite à une petite erreur de manip, il se trouve que en termes de fabrication en Allemagne, ils ont mis directement dans les boîtes un goodies qui était normalement réservé au marché américain. Les Français ont dans la boîte un truc. Dans la boîte, voilà, ces petits goodies-là. En plus, qui sont des monuments, 4 monuments américains qui seront dans la boîte. Donc, je voudrais vous le dire là maintenant, formellement, officiellement, s'il vous plaît, quand vous ouvrez votre boîte, merci de détruire le goodies des monuments américains. Ouais, ça va être fait, c'est sûr. Voilà. Ouais, faut faire Donc, comme ça. On les récupère. Tu ne sais pas faire, Adrien, je te montre. Note, gros plan, c'est quoi ma caméra? C'est celle-là. Il faut faire ça, regarde. Tu vas détruire les monuments américains.
Tu vas détruire les monuments américains. Ce ne sont pas des goodies que vous Voilà, recherchez. c'est ça. Donc voilà, profitez-en. C'est quelque chose vraiment qui va aller après sur le BSG Store en fait. D'accord. Et Mais nous, on l'a sont déjà. dans la boîte. Ok, Donc écoute, hein, vous aurez typiquement 2 sets de goodies monuments. Tant mieux pour vous. Ok, C'est cool. on a fait le tour. Maintenant, le mieux, c'est de jouer pour voir comment ça fonctionne. Et, Si c'est fort basse ou pas. je pense que tu dois connaître tous les détails pour nous défoncer, j'imagine. Quadropolis de François Gondon, Jahen, Toujours. toujours chez Les Wonder, 45 €. Ça va arriver fin février dans toutes les boutiques françaises, francophones, dans le monde. En Europe, ça va être fin février. Aux États-Unis, en avril. Illustré par Madame Sabrina Miramont. Miramont. Voilà, quoi dire de plus, si ce n'est que nous allons regarder cette caméra droite dans l'objectif et dire tous ensemble Jenny Reich.